Donc, dans le fond, on aime ça apprendre, mais c'est encore plus le fun quand on a du fun. Ah, ça se le dit, ça se le dit. Donc, dans le fond, ce qu'on fait à Bistrobrain, tu sais qu'on fait des 5 à 7, donc un peu plus fun, un peu moins, là, on se dessert un peu, là, on enlève la cravate, on a un peu de fun. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir 4 présentations. Donc, on a des personnes qui se sont portées volontaires pour venir nous vulgariser un sujet qui les intéresse sous la catégorie du jour, donc un peu le thème, c'est ça, le thème du jour. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est les technologies du futur. Donc, on prend le moment présent pour jeter un coup d'œil au futur. Donc, on les remercie beaucoup. Et après les 2 premières présentations, il va y avoir une pause d'environ 10 minutes au cas où vous ayez besoin de faire le plein, d'aller aux toilettes ou juste de vous dégourdir les jambes. Et à la fin, on va aussi avoir un quiz avec des prix à gagner pour la 3e, 2e et 1re place. Battez-vous, c'est des bons prix. Donc, pour vous donner un petit avant-goût, donc la 3e place va gagner une consommation gratuite. La 2e place va avoir 3 consommations gratuites et la 1re place va avoir une carte cadeau de 25 $ chez, une seconde, ça change toujours. Je l'ai mis. J'ai oublié le nom. Montagu. Ça me sort toujours de la tête, mais dans le fond, c'est super fun. Vous pouvez aller jouer à des jeux de société. Donc, voilà. Et pour les personnes qui sont sur Zoom, sachez que l'événement est enregistré. Donc, vous pouvez garder votre caméra fermée si vous ne voulez pas faire partie de l'enregistrement. Et vous pouvez poser une question dans le clavardage. Puis, il y a une bénévole qui est assise là, devant l'ordinateur et qui va pouvoir poser vos questions. Ou si vous avez des commentaires, elle va pouvoir nous en faire part. Donc, ça va? Tout le monde me suit? Je ne suis pas trop vite? Ça va? Merci. Alors, pour notre premier présentateur, c'est un étudiant au doctorat en physique. Et dans ses études, il regarde le refroidissement et l'entrepris par des champs magnétiques. Dans ce temps libre, il aime regarder les technologies émergentes du domaine des matériaux et des technologies médicales. Auparavant, il est déjà venu présenter dans une des autres 5 à 7 de Bistrobrain, donc pour Espace Sciences et Fiction. Donc, il aime vraiment ça, faire part de ses connaissances, et nous, on adore. Donc, aujourd'hui, il nous présente laser et fusion nucléaire, l'énergie du futur. On accueille Olivier Bernard. C'est bon. Hey, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre à soir. Bon, je n'ai pas besoin de me présenter, elle est déjà fait pour moi. Aujourd'hui, on va parler de laser et de fusion nucléaire. Est-ce que ça va être l'énergie du futur? Mais d'abord, un laser, ça sert à quoi? Mais dans la vie de tous les jours, on l'utilise. Même moi, en ce moment, je l'utilise, mais on l'utilise dans le domaine médical, l'industrie pour faire des morceaux mesurés, puis dans la communication, et ainsi de suite. Et dans le futur, éventuellement, on pourrait faire de la fusion nucléaire, générer de l'énergie. Mais avant de se rendre là, il faudrait passer par le passé, puis commencer par les balbutiements de l'idée du laser. En 1916, Einstein et Boltzmann, dans le fond, Einstein a proposé l'idée que les atomes, lorsqu'on les excite, vont vibrer, puis lorsqu'ils vont cesser de vibrer, vont émettre de la lumière. Ou on pourrait dire, en abusant le langage, un pulse de lumière. Fait que pour le schématiser, quand je fais un dessin, un atome, son cœur, un électron qu'on va exciter. Lorsque l'électron est excité, il monte de niveau d'énergie, il va rester à un niveau stable pendant un certain temps. Puis lorsqu'il va vouloir revenir à son niveau d'énergie initiale, il va émettre de la lumière ou un pulse. Fait que ça, c'est l'idée théorique d'Einstein, voilà plus, ça fait déjà 106 ans déjà, en fait. Fait que voilà 106 ans, Einstein a eu cette idée-là avec Boltzmann. Ensuite, en 1928, on observe la première fois ce pulse-là de lumière. Fait qu'ils ont excité des atomes. Dans le temps, c'était de l'arsenic ou de l'ammoniac, je ne m'en rappelle plus. Bref, ils ont excité les atomes, ils ont observé l'émission de lumière. Bon, après ça ne servait plus à rien, il n'y avait pas vraiment de technologie pour exploiter ça. Il faut attendre jusqu'en 1953 pour la création du maser, la grosse batterie. Ça, en fond, c'est un peu l'ancêtre du laser. Bref, c'est le laser 0.0. Après ça, il faut attendre 4 ans plus tard où est-ce que le mot laser en tant que tel est créé par Gould et M. Tang. Bon, comme tout le monde un peu, ben, on a des couleurs préférées, mais malheureusement, un sable laser, c'est du plasma, c'est pas de la lumière. Fait que, on peut laisser ça tomber. Un laser, c'est de la lumière, pure et simplement. Mais là, on peut dire, ouais, mais là, Olivier, la lumière, les ampoules en font de la lumière.
de plusieurs couleurs, plusieurs intensités et plusieurs longueurs d'onde. Oui, c'est vrai. Même un laser, ça fait seulement une seule lumière, une seule énergie, une seule direction. Donc là, je vous ai présenté un peu l'idée théorique. Comment ça fonctionne un laser maintenant? Mais grosso modo, c'est un milieu actif qu'on va exciter. Je vous mets l'image de l'atome, juste pour qu'on se rappelle, on excite l'atome va émettre de la lumière. Comment on excite ça? C'est simplement un pulse lumineux ou un courant électrique. Les deux façons fonctionnent très bien. Une fois que les atomes sont excités et émettent de la lumière, ça va rebondir sur les miroirs 3 et 4 à l'écran. Le miroir 3, c'est un miroir 100%. Tout est rebondi, tout est réfléchi. Le miroir 4 va laisser passer seulement un niveau d'énergie ou une énergie très spécifique, qui va être le laser en tant que tel. Fait que ça, c'est l'aspect théorique de la chose. Il faut attendre les années 60, en fait. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a des lasers, avant qu'on ait des lasers pulsés au rubis ou des lasers au gaz. Bon. Donc là, on a des avancées technologiques, on a le transistor, les ordinateurs, ça avance bien, mais on atteint un point critique où est-ce que l'énergie, on n'arrive pas à délivrer ou donner assez d'énergie à notre laser. Donc on est comme un peu pris à devoir amplifier nos pulses. C'est des problématiques pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'en 2015, on a la méthode CPA ou CHIRPS, Pulse Amplification, pour le dire en anglais. Cette méthode-là, ça nous a permis de créer des lasers qui sont robustes et qui ne vont pas se dégrader au fil du temps, au fil des utilisations, ce qu'on faisait avant. Bien, ça a amené un prix Nobel, le professeur Shannon Donna. Bouge pas, regarde, je vais enlever le clavier ici. Je l'ai rencontré déjà une fois, une femme très intelligente, vraiment remarquable. Si vous avez l'opportunité de lui parler, je vous suggère d'en profiter. Juste pour vous donner une idée intellectuelle de sa poussée technologique, les micro-ondes, pas les fours micro-ondes, les micro-ondes en lumière, la longueur d'onde ou le temps entre deux pulses ou deux maximums d'un pulse, c'est environ 1 millimètre. Elle, grâce à sa technique, on est 1 million de fois plus petit qu'1 millimètre. Pour mettre ça en pratique, ou qu'est-ce que ça veut dire vraiment avec les mains? Mais de façon traditionnelle, on utilise des nanopulses, nanosecondes. L'inconvénient, c'est que ça chauffe le matériel. Quand on fait le laser LASIK MD, quand on fait les opérations aux yeux, ça chauffe, ça fait un peu de gaz, ainsi de suite. Des lasers nanosecondes. Mais là, avec les lasers femtosecondes que le professeur Donna a réussi à créer, on peut faire les coupes sans brûler, sans chauffer, sans résidus. L'interaction est si rapide et si puissante que les électrons, les atomes n'ont pas le temps de chauffer, vraiment. Fait que tout ça, je vous parle de ça, ça sert à quoi au final? Bien, le laser femtoseconde, c'est un laser super puissant qui sert à créer des lasers encore plus puissants, qui s'appellent les lasers attosecondes. Les lasers attosecondes, c'est la même chose qu'un laser normal, sauf qu'au lieu d'avoir un pulse lumineux, on envoie le laser femtoseconde dans une cellule de gaz, comme celle-là, par exemple. Quand on envoie ça dans une cellule de gaz, ça va faire un laser ultra puissant qui est à près de 10 à 100 fois plus petit, plus court en termes de longueur d'onde, des dizaines, des centaines de fois plus puissant que le laser femto. Bon, là, je vous parle de laser ici, mais ça sert à quoi le laser? C'est quoi le lien avec la fusion nucléaire? L'énergie là-dedans. Bon, je vais venir à ça, mais avant d'arriver à la fusion, il faut juste faire une distinction entre fission et fusion. Ces deux termes sont utilisés vraiment de façon mélangée, je pourrais dire. La fission, on envoie un neutron sur un cœur d'un atome, on fait la fission du cœur, puis ça fait des atomes plus légers. Tandis que la fusion, on va prendre de l'hydrogène, par exemple, le fusionner, puis donner de l'hélium et des neutrons. En d'autres mots, il y en a un qui explose, puis il y en a un qui se condense. Je dirais, c'est pas ça la grosse différence entre les deux. Donc, bien sûr, aussi, on ne veut pas reproduire ça en laboratoire. Avoir le soleil dans mon laboratoire, ce ne serait pas vraiment le fun. Comment on fait pour émuler? Anciennement, on utilisait des tokamaks. Grossièrement, c'est un gros champ magnétique qui emprisonne un plasma. Le plasma, on peut penser aux aurores boréales notamment. Donc, on emprisonne ça, on emprisonne un gaz dans un plasma, puis ça va faire de la fusion. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, on va parler de la fusion nucléaire, comme dans l'image. Il y a deux façons de faire la fusion nucléaire avec des lasers. Il y a de la façon directe, deux coques, dans le fond, une coque de maintenu puis une coque de protection, dans laquelle on va mettre des pastilles de gaz. Puis, tout simplement, on va directement envoyer les lasers sur les pastilles pour les condenser jusqu'à ce que ça fasse de la fusion nucléaire. Et sur papier, ça ressemble à quoi? Une machine de fusion nucléaire directe? Ça ressemble à ça.
Malheureusement, on a des prototypes, mais les lasers ne sont pas suffisamment puissants pour faire la fusion directement. On va faire la deuxième méthode, qui est la méthode indirecte. Encore une fois, il y a deux coques, une coque de protection intérieure, une coque extérieure de maintenu. Puis, on a une cible Hull Room qu'on appelle. C'est là-dedans qu'on va envoyer les lasers. C'est un cylindre de cuivre. Et à l'intérieur de ce cylindre-là, c'est là-dedans qu'on va mettre les pastilles de gaz qu'on veut faire la fusion avec. Ensuite, on envoie les lasers dans la cible de façon indirectement sur les pastilles, jusqu'à ce qu'on condense et que ça amène à de la fusion nucléaire. Puis, une machine de fusion indirecte, ça ressemble à ceci. Au fond, c'est, comme je dis, une grosse coque énorme dans laquelle on peut rentrer plusieurs humains en termes de hauteur. Pourquoi c'est si grand? C'est qu'on a besoin de 192 lasers pour faire la fusion nucléaire indirecte à ce jour, grâce au laser attoseconde. Bon. Dans les deux cas, on a besoin de trois ingrédients principaux. On a besoin d'atteindre un point de combustion. Dans le fond, comme les étoiles, quand ils se condensent et que la température augmente, il y a un certain point auquel les étoiles vont commencer à faire de la fusion, puis ça va faire de l'émanation de lumière. Comme le Soleil, c'est ça qui est arrivé il y a plusieurs milliards d'années. Il faut atteindre ça. Pour pouvoir atteindre ça, on a besoin de lasers super puissants. Là, on a des lasers, on va dire attosecondes, qui sont extrêmement puissants. Il faudrait qu'on ait des lasers un peu plus puissants qui soient dans les longueurs d'onde des rayons X. Éventuellement, un jour, on va atteindre ça. Et finalement, il faut avoir le bon mélange de gaz. Dans les pastilles, les gaz qui sont mélangés, l'hydrogène, c'est un mélange très précis, puis il y a des quantités ou des ratios à respecter. Donc là, aujourd'hui, après ça, on est rendu avec la fusion. Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose? Bien, de façon intéressante, on a réussi à atteindre un point de combustion, entre guillemets, pas exactement, mais presque. On a injecté 0,234 mégajoules et la fusion a généré 1,3 mégajoules ou 1 milliard de petits lasers comme ça en même temps, d'énergie. Ça, c'est cool, c'est vraiment intéressant, mais malheureusement, on n'a pas réussi à répéter l'expérience. On a atteint au mieux 50% de la performance qu'on a atteint l'année dernière. Ça, c'est quand même important de le mentionner. En plus, c'est des performances qui sont similaires à la méthode avec des champs magnétiques. Donc, on n'a pas vraiment un avantage d'une méthode par rapport à l'autre pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, ça va être le cas. Et finalement, malheureusement, vu que c'est la méthode indirecte qu'on utilise, il y a beaucoup d'énergie laser qui est perdue dans la cible de cuivre. Bon, là je finis sur une note négative. On n'a pas réussi. Voilà. L'avantage de la fusion, déjà en partant, c'est de 3 à 4 fois plus puissant ou plus intéressant que la fission nucléaire. Les centrales de fission nucléaire sont extrêmement performantes. Ils performent 1 million de fois plus que le charbon. Ensuite, la fusion ne crée pas ou très peu de déchets nucléaires, contrairement à la fission, contrairement au charbon qui va émaner des gaz dégueulasses dans l'air. Puis, de toute façon, je ne peux pas manger ça, fait que je n'en veux pas. Puis aussi, vu qu'il n'y a pas vraiment de matériel fissible, il n'y a pas de risque que ça explose si ça passe une bombe nucléaire. Mais de toute façon, Santé Canada dit que ce n'est pas bon pour ma santé, fait que j'en veux pas non plus. Puis à la fin, finalement, la versatilité des lasers, c'est que plus qu'on va avoir des lasers puissants, plus qu'on va pouvoir prendre des gaz ou des matériaux qui vont être lourds. Au lieu de prendre de l'hydrogène, on peut prendre de l'hélium par la fusion. Et peut-être même, qui sait, prendre du fer, puis faire de la fusion avec ça, puis créer des nouveaux matériaux. En conclusion, en bref, la fusion nucléaire, c'est pas encore prêt. On va parler encore de 10 à 20 ans avant qu'on ait des centrales de fusion nucléaire. C'est encore une technologie émergente, mais c'est une technologie très prometteuse. Peu de déchets, beaucoup d'énergie. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, dans le fond, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais les présentations, c'est 12 minutes environ. Puis après ça, on a une période des questions d'environ 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro où je suis pour poser votre question au présentateur dans ce cas-ci à la vidéo. Donc, je vais l'établir là, comme le match de juste une petite. Oui. Il y a le laser mégajoule. Est-ce qu'il y a des projets similaires au Canada? Au Canada, non. Malheureusement, pas à ma connaissance. Ça se peut qu'il y en ait en construction puis que ça ne s'est simplement pas mis
aux connaissances du public. J'ai une autre question. Oui. Comment est-ce qu'on récupère l'énergie issue de la fusion? Oui, ça, c'est vraiment une bonne question. Fait que, juste monter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les coques de protection. Donc, le jour où on va utiliser ça pour faire de l'énergie, la coque de protection, la coque de maintenu extérieur, ils vont être connectés à un système, on va dire, thermoélectrique. Dans le fond, ça va être le même principe, entre guillemets, que la fission nucléaire. On va utiliser de l'eau en fusion pour faire tourner des turbines. Puis c'est ça aussi le chiffre, quand on parle de 4 millions de fois plus efficace, c'est le thermoélectrique. Ce n'est pas la fusion elle-même. La fusion elle-même, ce serait des milliards de fois plus efficace. Mais là, on parle de thermoélectrique qui est des millions de fois plus efficace. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'imagine que j'étais clair comme un cristal. Donc, ah oui, oui, bien sûr. Salut. La manière dont tu parles, on a l'impression que c'est un peu ce propre et tout. Il n'y a pas des inconvénients, tout est parfait. Il n'y a pas de, je sais pas, niveau déchets, niveau rejet de carbone, niveau, il n'y a pas de petits trucs qui sont un peu embêtants, notamment pour l'environnement. Ouais, ça, c'est une excellente question. La pire chose qui peut arriver, c'est la coque de protection. Elle peut éventuellement devenir légèrement radioactive. Elle peut devenir légèrement radioactive. Donc, on doit l'isoler pour au maximum une période de 100 ans. Ça, c'est le pire déchet qui peut subvenir. Mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que ça sonne. Quand j'ai commencé à lire sur le sujet, c'est vrai que ça sonne extrêmement miraculeux. Mais on n'est pas encore rendu en enfer non plus. On est encore au balbutiement de la technologie. Merci. Oui, oui, bien sûr. Imagine la matière première, c'est votre deutérium, tritium, l'hélium. Oui. Comment est-ce qu'on la génère, on la capte, on la met en forme en fait? Est-ce que ça ne génère pas de la pollution? Ça, c'est une très, très bonne question. Je vais être honnête, je n'ai pas lu suffisamment sur le sujet. Le deutérium, c'est une matière qui est extrêmement présente. Donc, elle, la capturer, la mettre en des capsules, non, mais le tritium, c'est une matière qui est beaucoup plus rare. Donc, il y a des alternatives qu'on observe, qu'on tente de faire aujourd'hui, c'est de prendre du gaz deutérium avec deutérium pour faire de la fusion. C'est beaucoup moins intéressant que le deutérium et le tritium, mais au moins, on a la matière première. Parce que la pollution derrière, dépendamment de la méthode, ça peut amener la pollution, mais c'est assez minime de ce que j'ai lu. Merci beaucoup de la question. Oui? Et tes matières premières, là, le deutérium et le tritium. Le deutérium est rare, c'est ça? Le tritium est très rare. C'est l'hélium 3, d'hydrogène 3, pardon. Et justement, est-ce que ça peut être développé à large échelle ou pas? Alors, où il y aura des... Par exemple, là, actuellement, là, pour la fission nucléaire, là, avec l'uranium 238, là, on essaie d'arrêter, de passer à la 3e ou 4e génération de nucléaire, parce que l'événement a tendance d'uranium 238, là, et si on continue ça, c'est la même chose pour la fusion. Ouais, c'est une bonne question. Pour le deutérium, non. Il n'y a pas d'inquiétude. On va pas prendre de l'eau. Le tritium, c'est là, ça vient à la question précédente, c'est le tritium qui va être plus rare. On pourrait le générer de façon artificielle avec des centrales nucléaires, ce qui n'est pas souhaitable non plus parce qu'on manque de matière nucléaire aussi. À part ça, c'est peut-être aller en chercher dans l'espace parce qu'il y a des poches de gaz naturel, de tritium qui pourraient exister. Mais là, ça devient très coûteux. Est-ce qu'il faut qu'on aille dans l'espace, aller chercher ça puis le ramener sur Terre par la suite? C'est parce qu'on cherche de la matière alternative au tritium. Merci pour la question. Okay. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour... Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais rester dans le bar pour les autres présentations aussi. Merci beaucoup encore une fois, puis je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donc, merci pour cette présentation. Donc, on va passer à la deuxième présentation.
Donc, notre deuxième présentateur a un baccalauréat en physique. Il a aussi un diplôme d'ingénieur en génie nucléaire et un doctorat en acoustique. Il a aussi fondé All Waves Technology, dont il a même été le directeur pendant 3 ans. Enfin, aujourd'hui, il est spécialiste d'application et d'innovation chez Calogy Solutions. Donc, il fait bien des choses, il aime ça faire des choses. On aime ça pour lui. Et aujourd'hui, il nous présente Propulsion électrique, un sujet chaud. On accueille Jérémy Moriotte. Merci. Y aller doucement, ça va. Voilà. Pourquoi il y a 2 micros? Ah, c'est pour les gens qui sont en ligne. Enchanté, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Donc, je vais vous présenter le sujet chaud du moment qui est la propulsion électrique. Donc, ça ne marche pas. Ah, OK. Donc, on parle beaucoup de propulsion électrique ces derniers temps. Vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler évidemment des voitures électriques. Il faut savoir que ça s'en vient un peu partout dans le domaine aéronaval, aérospatial. Il y a des avions électriques qui s'en viennent bientôt, des hélicoptères électriques, les drones électriques, bon, ça existe déjà. Il faut savoir que aussi les batteries qui sont principalement utilisées en fait, dans le domaine de la propulsion électrique, ce sont les batteries lithium-ion. Et l'enjeu de ces batteries, c'est que c'est des batteries qui vont avoir tendance à chauffer quand elles vont être utilisées en fait, à des puissances élevées, en fait, tout le temps, mais surtout quand elles vont être utilisées à des puissances élevées. Donc, soit en décharge, c'est-à-dire quand on veut des accélérations importantes, ou soit en charge quand on veut, par exemple, de la recharge rapide. Et ça peut poser des problèmes, comme on voit en termes de sécurité. Pour ceux qui sont français ou qui suivent l'actualité française, vous avez peut-être vu les bus à Paris de la RATP qui ont arrêté de fonctionner parce qu'il y en a 2 qui ont pris feu au mois d'avril. Il y a aussi des bus ici à Montréal, des bus électriques qui ont été mis à l'arrêt parce qu'il y avait des problèmes d'échauffement dans les batteries. Donc, et puis il y a aussi ces choses dramatiques qui arrivent sur la route. On ne voit pas souvent ici, mais ça peut arriver. Il y a aussi un problème de performance. Donc, comme je l'ai dit, quand on veut des fortes accélérations ou de la recharge rapide, ça va chauffer et ça peut créer des problèmes d'échauffement. Il y a le prix aussi. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils surdesignent leur batterie pack à l'intérieur des véhicules parce qu'ils savent que les cellules vont vieillir justement en raison de l'échauffement notamment. Et donc, l'idée, c'est que si on arrive à mieux contrôler en fait la thermique des cellules, on va pouvoir éventuellement réduire la quantité de cellules qui vont être à l'intérieur de la voiture et donc au final réduire le prix du véhicule. C'est à peu près un tiers du prix du véhicule, la batterie d'un véhicule électrique. Et enfin, il y a l'autonomie. Ceux qui ont des voitures électriques se sont rendus compte que l'hiver au Québec, on fait à peu près 2 fois moins de kilomètres que l'été. Donc ça, c'est aussi un problème. Tout ça, c'est des freins en fait à l'adoption du véhicule électrique pour les gens. Donc sécurité, prix, performance, etc. Donc concrètement, comment c'est fait en fait un module de batterie? Donc bon là, j'ai enlevé quelques éléments, mais en gros, il faut juste se rappeler qu'il y a un boîtier, des cellules. Donc, les cellules, c'est vraiment là-dedans qu'il y a la chimie. Puis, c'est comme des piles, en fait. C'est ce qu'on appelle des batteries. C'est comme ce qu'on met dans nos bébés électroniques. Et un système de gestion de la batterie qui est en fait une carte électronique qui va en fait gérer des capteurs. Donc, on va mesurer les températures. Puis, si on voit que les cellules chauffent trop, là, on va diminuer la performance parce qu'on sait que si on demande encore des accélérations, ça va chauffer trop. Puis là, ça risque d'exploser, de prendre feu, etc. Là, ce que je n'ai pas mis dans ce dessin-là, c'est qu'on peut avoir des systèmes de gestion externe. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, c'est des systèmes qui permettent justement de refroidir les batteries ou de les réchauffer au besoin. Donc, si on regarde en fait les cellules, les petits cylindres qu'on a vus, elles sont un peu comme le corps humain. Elles fonctionnent bien entre à peu près 15 degrés et 40 degrés. Donc, ça, c'est la plage de température dans laquelle on va vouloir les garder tout le temps. Puis, si on s'éloigne un petit peu de cette plage de température, ce qu'on va voir, c'est un vieillissement accéléré. Donc, les cellules, en fait, la capacité des cellules va avoir tendance à diminuer avec le temps. On a tous fait l'expérience, par exemple, avec les smartphones. 1 an après, on voit qu'il faut le charger plus souvent parce que la capacité diminue, en fait, avec le temps. Puis ça, c'est un phénomène qui a tendance à s'accélérer si, en plus de ça, on les fait fonctionner à des températures très faibles ou à des températures très hautes.
Donc, typiquement, quand on s'éloigne en dessous de 15 degrés ou au-dessus de 40 degrés. Si on s'éloigne encore, en fait, dans les températures plus basses, ben là, on va avoir les électrolytes qui sont à l'intérieur de la batterie qui vont se mettre à geler. Donc, ça va juste plus fonctionner. Puis là, si on va dans les températures élevées, ben, comme on a vu, là, on commence à avoir on est dans la plage d'opération qui est dangereuse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà laissé leur laptop dans un sac allumé et puis qui ont vu la batterie gonfler, ou ça peut arriver aussi dans les smartphones. Ben, ça, c'est en fait la batterie qui prend de l'expansion parce qu'elle chauffe trop. Donc, il y a des phénomènes qui se créent à l'intérieur. Puis, justement, c'est ces types de cellules qu'on utilise dans les appareils électroniques qui ont tendance à gonfler pour éviter justement qu'ils explosent. Mais les cellules qui sont rigides, qui sont utilisées dans les domaines automobiles, elles ne peuvent pas gonfler, donc elles vont avoir plus tendance à prendre feu ou à exploser. Donc, c'est vraiment important de garder les cellules dans la bonne plage de température. Typiquement, dans les applications qui requièrent de la puissance, comme les véhicules, on peut utiliser différentes stratégies pour refroidir les cellules. Donc, la stratégie la moins coûteuse, c'est le refroidissement à l'air. C'est-à-dire, en gros, on fait juste passer de l'air avec un ventilateur, éventuellement de l'air froid. Donc, on va peut-être refroidir l'air puis le faire passer dans un ventilateur entre les cellules. Ça, c'est la technique la moins performante, on va dire. Ensuite, il y a les techniques de refroidissement liquide. Donc, refroidissement liquide par le côté des cellules. Ça, c'est typiquement ce qui est utilisé dans les Tesla. Ça offre des bonnes performances, mais ça coûte aussi plus cher. Et le refroidissement liquide par le dessous des cellules. Donc, c'est une autre stratégie qui est utilisée. Puis les refroidissements liquides, c'est quelque chose qui coûte cher parce que on fait passer un fluide, on va devoir ajouter des compresseurs, des pompes, donc pour refroidir, pour faire circuler le fluide. Ça va ajouter aussi du poids, parce qu'il y a comme une centaine de litres de fluide à faire passer aussi. Donc, la compagnie pour laquelle je travaille, donc qui est Calogy Solutions, c'est une start-up en fait, qui est ici à Sherbrooke, qui est issue d'une spin-off en fait, de l'Université de Sherbrooke. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le professeur Luc Fréchette. C'est un des fondateurs de cette start-up. Puis, en fait, on développe un nouveau système de gestion thermique pour les batteries. Là, j'ai une petite animation qui a chié en bas. Mais... donc, c'est un système qu'on appelle Unity. Puis, en gros, la manière dont ça fonctionne, ça ressemble à une plaque en fait, d'aluminium. Mais c'est une plaque d'aluminium qui est très, très conductive thermiquement. Donc, il va pouvoir extraire la chaleur en fait, des cellules de manière très, très efficace. Puis, à l'intérieur, comment ça fonctionne? Pour ceux qui connaissent un peu la thermique, c'est basé sur le principe des caloducs, heat pipe en anglais. Donc, à l'intérieur en fait, de cette plaque-là, on va avoir un cœur vapeur et on va avoir un matériau poreux. Dans ce matériau poreux, on va avoir de l'eau. Ce qui va se passer, c'est quand les cellules vont chauffer, elles vont transmettre la chaleur à ce matériau. L'eau va s'évaporer à l'intérieur du matériau. Puis la vapeur, de manière naturelle, en fait, elle va migrer vers le point le plus froid, qui est le point qu'on voit ici, qu'on appelle le condenseur. Et ici, en fait, on va mettre un radiateur et un ventilateur qui va pouvoir permettre en fait, d'extraire la chaleur du système. Puis l'eau, de manière naturelle, elle va se recondenser liquide. Puis à travers la matière poreuse qui est ici, elle va revenir en fait par un phénomène de capillarité. Donc, ça crée une circulation qui est naturelle puis qui ne requiert aucun élément extérieur. Donc, on n'a pas besoin de pompe, on n'a pas besoin d'apport d'énergie externe. Et en fait, le changement de phase entre l'eau et la vapeur fait qu'on obtient une conductivité thermique qui est vraiment très élevée. Donc, typiquement, on a des conductivités thermiques qui sont 10 fois celles de l'aluminium, plusieurs fois celles du cuivre. Donc, on obtient un matériau en fait, extrêmement conducteur qui permet d'extraire en fait, la chaleur à l'extérieur de la batterie très efficacement. Donc, ça, c'est un module de batterie qu'on a fabriqué dans notre compagnie, dans lequel on intègre en fait, directement la gestion thermique. Donc là, on voit les cellules. Donc, comme je vous dis, là, on a le système de gestion thermique. Et puis, quand les cellules chauffent, elles ont besoin d'être refroidies. C'est là que notre système va venir entrer en jeu. Donc, il va venir extraire en fait la chaleur, puis elle va être dissipée par le ventilateur à l'extérieur du module de batterie. Donc, ça permet en fait d'avoir des modules qui coûtent moins cher, qui pèsent aussi beaucoup moins lourd pour le secteur automobile. Donc, voilà, comme j'ai dit, on obtient, on coche toutes les cases, le coût, la performance, puis le poids grâce à ce système-là.
D'autres avantages aussi, c'est que ça permet en fait d'uniformiser la température au niveau des cellules. Parce qu'évidemment, si on a, je sais pas moi, une centaine de cellules à l'intérieur d'un module de batterie, mais s'il y en a une qui vieillit plus vite parce qu'elle chauffe plus, bah, finalement, ça va pénaliser le module de batterie au complet. Puis dans le module de batterie, il y a plein de choses. Ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher en fait d'enlever juste une cellule, la cellule problématique, puis de la remplacer. C'est pas aussi simple que ça. Donc généralement, la stratégie, c'est d'enlever le module au complet puis de le remplacer. Donc c'est des coûts additionnels. Fait que si on est capable d'uniformiser la température pour s'assurer que toutes les cellules vieillissent en même temps, ben là, on va pouvoir sauver des coûts en fait en maintenance. Comme j'ai dit, ça extrait la chaleur aussi très efficacement. Le rendement qu'on obtient, c'est un rendement qui est un rendement thermique, je veux dire, c'est un rendement qui est identique aux systèmes les plus performants qu'on a sur le marché, donc les systèmes qui utilisent du refroidissement liquide. Mais bon, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de liquide, on n'a pas besoin de pompes, de compresseurs, etc. Donc, le rendement au final est beaucoup plus élevé. Et ça peut être aussi utilisé comme un élément structurel de la batterie, parce qu'on peut imaginer avoir ce système-là directement dans l'enveloppe externe de la batterie. Donc, comme c'est principalement composé d'aluminium, donc c'est très résistant. Donc, ça permet de sauver en fait le nombre de pièces. On diminue le nombre de pièces qu'on va avoir dans la batterie au final. Donc voilà, je fais mon petit pitch commercial. Ecalogy Solutions, c'est une startup qui a été fondée il y a à peu près 2 ans. On a été classé récemment parmi les 5 meilleures startups du monde dans le secteur automobile pour la gestion thermique. On a 5 brevets sur cette technologie qui ont été soit soumis, soit reçus, soit en train d'être rédigés. On a à peu près 20 personnes. On a obtenu jusqu'à date, donc depuis 2 ans, à peu près un investissement d'à peu près 5 millions. Puis on travaille sur des projets vraiment le fun, comme des skidoo ou des spiders électriques, ou même on est impliqué dans plusieurs projets dans le domaine aérospatial pour des avions en propulsion électrique. Voilà, donc s'il y en a qui sont à l'université de Sherbrooke et qui cherchent des stages, on a toujours des postes ouverts en génie électrique, en génie mécanique, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on a une table ici avec plein de monde. On a notre directeur des opérations et du management qui est ici aussi. Donc merci pour votre écoute, puis passez une bonne soirée. Si vous avez une question, veuillez ouvrir le micro pour les poser. Merci beaucoup, c'était très très intéressant. 2 sujets super intéressants, l'électricité et la thermique. Et j'aurais plein de questions, mais je pense qu'on va en parler vite, David. Et je voulais savoir, est-ce que vous croyez vraiment que la voiture thermique, que la voiture électrique va remplacer la voiture thermique, qu'il y aura des millions de voitures électriques qui vont être développées, parce que tous les rapports des scientifiques montrent que, notamment dans les villes, des concentrations de matériaux comme le cuivre, surtout le cuivre diminue de plus en plus. Il va consommer encore plus d'énergie pour extraire le cuivre, ça va trouver de plus en plus. Et paradoxalement, il faut encore plus de cuivre pour les voitures électriques, pour les wagons de charge, pour les chargeurs. Quel est ton avis sur la question? Tu travailles un peu dans le domaine. Moi, je dirais qu'on espère qu'il va y avoir de plus en plus de voitures électriques qui vont être produites, parce que c'est ça qui nous rapporte de l'argent. Mais on ne parle pas seulement de la voiture, on parle de tous les systèmes de propulsion. On s'en va vraiment. En tout cas, la tendance est vraiment d'aller électrifier tout. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être viable à long terme, mais en tout cas, tous les gouvernements s'alignent pour cette stratégie-là parce que c'est la seule stratégie pour laquelle on a un développement qui est suffisamment mature, puis pour laquelle on a une visibilité à court terme, en fait. Donc, effectivement, ça va être un problème. On sait que de plus en plus de pays, en fait, ils essayent justement d'augmenter le nombre de gisements actifs, puis le nombre de mines, en fait, pour les différents matériaux, que ce soit les terres rares ou le cuivre, etc. Fait que je n'ai pas vraiment de réponse à ta question, malheureusement, mais j'espère bien qu'on va trouver du cuivre encore plus, puis d'autres matériaux aussi. Merci beaucoup. Salut Joël, ça va? Oui, petite question, Damien. Les résultats en refroidissement de Tesla, est-ce que c'est avec de l'eau? C'est quoi d'ailleurs? C'est un autre sorte de fluide? C'est du glycol qui est généralement utilisé. Il faut savoir que le glycol, c'est ça qui est utilisé dans les voitures classiques. C'est pour les liquides de refroidissement en fait, dans les voitures, parce que ça ne gèle pas à basse température. Le problème du glycol, c'est que c'est un liquide qui est inflammable. Donc, si jamais il y a un bris, ben, ça pourrait se déverser à l'intérieur du battery pack, puis ça pourrait avoir tendance à s'enflammer.
Puis là, on parle de plusieurs dizaines, voire même une centaine de litres de glycol qui sont utilisés. Donc, il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui veulent justement sortir de cette stratégie de refroidissement liquide pour toutes ces raisons-là, puis notamment la sécurité. Est-ce que ça aggrave les cas d'incendie aussi quand il y a une batterie qui se à chauffer si le s'auto? Ben, j'imagine, je ne sais pas là, si ça va les aggraver, mais j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'on rajoute quelque chose qui est inflammable à l'intérieur de quelque chose qui est déjà en train de prendre feu. Donc, j'aurais tendance à dire que oui. Bonjour. C'est quoi la tension délivrée par ton pack de batterie là? Est-ce que c'est pas. Moi, j'ai des gens dans les tensions de 300-400 volts. Là, c'est pas dangereux pour. C'est un court-circuit que ça se met en contact avec la lancée, quelqu'un soit électrocuté là ou. Ça va dépendre des applications. Il y a... Une Tesla, par exemple. Mehdi, c'est quoi, 48 volts? Tesla, c'est 400 volts. 400 volts, ouais. C'est pas dangereux. Désolé, l'équipement. Il n'y a pas de contact électrique. Le métallique est comme isolé, mais ne peut pas toucher. C'est déjà isolé en fait. Ouais. L'isolation est sûre. Ouais, il y a des certifications très très élevées à obtenir pour pouvoir mettre sur le marché un module de batterie qui va être implanté dans une voiture électrique, parce que comme tu dis, il y a des gros enjeux de sécurité. Donc, les requis pour pouvoir mettre un module de batterie sur le marché sont vraiment, vraiment stricts. Fait que tout ce qui est isolation, il y a besoin de plusieurs couches d'isolant, par exemple, entre les cellules et l'enveloppe externe si elle est en métal, ou entre toutes les parties métalliques, justement, pour éviter qu'il y ait des courts-circuits dans le module de batterie. Merci. J'ai une question un peu plus technique. Comme c'est là, nos batteries seraient de l'acide à l'intérieur d'un coque, mais si c'est des batteries solides, c'est un peu une question, mais si c'est une batterie solide, est-ce que le système ne devrait pas un peu plus aussi? Effectivement, les batteries qu'on appelle solid state, c'est un de nos gros concurrents parce qu'elles ont tendance à moins chauffer ou au moins à tenir plus haut en température. Mais ce n'est pas des batteries qui sont encore, on va dire, à un niveau de maturité technologique suffisamment élevé pour être comme un produit commercial vraiment répandu. Effectivement, c'est quelque chose qui s'en vient, mais on a encore quelques années devant nous à vendre encore des batteries au lithium avant que les batteries solid state prennent de l'ampleur. Puis même quand elles vont prendre de l'ampleur, il y aura plein d'applications pour lesquelles les batteries lithium seront encore plus avantageuses en fait. Mais oui, c'est clairement une technologie qui s'en vient puis qui va probablement prendre de l'ampleur. Merci. D'ailleurs, il y a une compagnie, je crois que c'est à Boucherville, qui font des batteries Blue truc là. Hein? Je sais pas. Ouais, je crois qu'à Boucherville, il y a une compagnie ils en vendent en fait des batteries solid state. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me demandais, en fait, est-ce que vos technologies sont déjà dans les produits qui sont vendus dans le public? Je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais c'est une question qui me posait par rapport à votre startup. Ben, on a alors la première version de notre plaque Unity. Elle est déjà en test en fait dans plusieurs véhicules. Il y a notamment des véhicules qui sont utilisés par la STS à Montréal qui utilisent en fait notre technologie. C'est comme on vend des prototypes en fait qui sont en période de test, mais on a aussi des versions finales qu'on commence à vendre à des clients. Puis à l'interne, on est en train de développer une nouvelle version qui sera beaucoup plus performante, puis qu'on va fabriquer ici à Sherbrooke. Donc, on est en train de mettre en place une chaîne de production ici à Sherbrooke. Donc, cette nouvelle version n'est pas encore vendue, mais est en période de test chez nous. Et merci à tous. C'est bon. Donc, maintenant, c'est le temps pour la pause de 10 minutes. Donc, on va se revoir à... Bonjour tout le monde, on va bientôt recommencer, donc je vous invite à regagner votre place.
Super. Alors, on va maintenant poursuivre avec notre troisième présentation. Donc, j'espère que vous êtes encore d'attaque. Donc, notre troisième présentateur est un étudiant au doctorat en génie électrique. Il a une licence et une maîtrise en sciences physiques, ainsi qu'un master en énergie et un master en photonique et en optique pour les matériaux. Il vient nous présenter les modules solaires à concentration. Accueillez Conan Kwame. On peut le monter. Ouais, moi je suis très petite. OK, donc salut tout le monde. Je m'appelle Conan et on va faire un peu comme en classe. C'est vrai qu'on est autour de la bière, mais voilà, donc je vais solliciter très souvent votre participation là par des petites questions. Et donc, on va commencer par la première question là. Qui parmi vous peut me dire c'est quoi ce qu'on a sur cette image et puis à quoi est-ce que ça sert? Une lampe. OK. C'est une lampe, très bien. Et est-ce que tu t'en es déjà servi là? Une fois dans ta vie? Comme ça, non, mais en Harry Potter, je les ai vus. OK, donc très bien, c'est une lampe à pétrole, et une vieille lampe à pétrole qui malheureusement encore aujourd'hui est utilisée dans certaines régions du monde ou les régions qui sont dépourvues d'électricité. Donc voilà, sur mon cas, moi je l'ai utilisé quand j'étais à l'école primaire. Je l'utilisais pour faire mes devoirs quand je revenais de l'école le soir, parce que je viens de l'Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. Et le gros problème avec ce type de lampes, c'est que progressivement, ils vont abîmer votre vision à force de l'utiliser. Donc aujourd'hui, je me retrouve un peu en train de porter des lunettes, malgré moi. Et c'est justement parce que j'ai utilisé ces genres de lampes quand j'étais à l'école primaire. Et ma situation n'est pas la plus triste là, parce que moi encore, j'avais un peu de moyens là pour me payer le pétrole, pour alimenter cette lampe et faire les études, faire mes devoirs. Mais beaucoup de monde aussi n'arrive pas, n'est-ce pas, même à s'acheter du pétrole pour alimenter la lampe pour faire le devoir. Donc, la conséquence directe, c'est qu'ils n'ont pas la chance de faire de bonnes études, donc ils ne peuvent pas faire le devoir, donc des scolarisations directes. Donc, ça, c'est ce qui m'a motivé dans le cadre de mes études là, à vraiment m'investir et à développer de nouvelles formes d'énergie qui vont, n'est-ce pas, permettre de recouvrir toutes ces zones-là d'électricité, donc des énergies qui sont abondantes et qui sont à moindre coût et faciles à implémenter. Alors, donc, dans la quête de cet objectif-là, je me suis posé la question de savoir c'est quoi la source d'énergie la plus disponible dans le monde. Donc, si vous posez la question comme ça, d'essayer de répondre à cette question, c'est quoi la source d'énergie d'après vous qui est la plus disponible dans le monde? C'est quoi? Le soleil, OK, très bonne réponse. Donc, vous avez la réponse sur ce slide. Donc, vous voyez des petits ronds là et puis un grand rond. Donc, les ronds représentent les différentes sources qui existent. Et puis, la taille du rond, évidemment, décrit la taille de la disponibilité de la source d'énergie. Donc, ici, on a le pétrole, on a aussi le gaz naturel, on a l'uranium et on a les énergies qui sont dites renouvelables. Donc, on a le soleil, le vent et l'hydro, qui est beaucoup utilisé au Québec. Je m'attendais à ce que quelqu'un me sorte l'hydro, là, mais ouais. Donc, comme on peut le voir là, avec la taille du solaire, donc le soleil, c'est vraiment la source d'énergie la plus disponible au monde. Donc, vous l'aurez bien compris, j'ai décidé de me spécialiser dans l'énergie solaire. Donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas familiarisés un peu à l'énergie solaire, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir ça à l'Université de Sherbrooke. Mais ce panneau-là, typiquement, c'est celui qui existe au 3IT, l'Institut de recherche dans lequel
je fais mes travaux de thèse. Donc, dans la suite, on va bien évidemment parler d'énergie solaire. Donc, c'est quoi l'énergie solaire? Donc, on va utiliser un matériau qui est désolé, je ne suis pas habitué au micro, là. Donc, on va utiliser un matériau qu'on appelle semi-conducteur. Donc, généralement, c'est du silicium qui est fait à base de sable. Donc, avec ce matériau, on va utiliser la lumière du soleil qui va éclairer et ce matériau va convertir la lumière du soleil en électrons. Mais ces électrons qu'on a, on ne veut pas qu'ils se baladent comme ils veulent. Donc, nous, on va mettre des électrodes, donc des bonnes plus et des bonnes moins. C'est un peu comme on fabriquait une pile. Mais l'avantage avec ça, c'est que cette pile-là, elle ne va jamais se décharger et, tant qu'il y a de la lumière. Donc, une fois qu'on a mis nos électrodes, et si on met des fils électriques sur les différentes bornes et qu'on met un appareil électronique, donc on peut l'alimenter, ça peut être une ampoule, ou, etc. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la lumière du soleil qu'on utilise pour s'éclairer pendant la journée contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ça part du bleu jusqu'au rouge, et avec différentes quantités, bien sûr. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphe ici, le bleu est en très grande proportion. Donc, toute cette lumière qui arrive n'est pas forcément transformée, n'est pas forcément transformée par notre matériau de silicium qui est là. Donc, c'est juste une partie, donc la partie assurée ici, qui va être transformée en électricité par le matériau. Donc, les cellules solaires qu'on va fabriquer avec le silicium, on aura des cellules à faible rendement, seulement un tiers de la lumière qui est reçue qui sera transformée. Donc, avec cette technologie, on a un seul type de matériau, on parle de technologie monojonction. Donc, toujours en réfléchissant, on s'est dit, ben, on a un seul matériau qui transforme un tiers de la lumière, et si on utilisait plusieurs matériaux qu'on les superposait, peut-être qu'on pourrait avoir plus de transformation, on pourra utiliser de façon optimale la lumière. Donc ça nous a amené à la technologie multijonction, donc qui consiste à utiliser différents matériaux. Donc chaque matériau va absorber une partie du spectre, comme vous le voyez, et on aura des cellules à haut rendement. Donc ça, on parle de technologie multijonction, mais c'est exactement le même principe qu'un tamis, dans lequel on met du sable, par exemple, avec différentes tailles de grains. Donc, la taille de grains, ça représente ici notre lumière avec chaque couleur. Et puis, le tamis, avec différentes tailles de tamis. Donc, quand on met le sable, on va voir que les grains les plus grands vont rester en dessus, et puis les grains les plus fins vont traverser en fonction. Donc, avec ça, on arrive à avoir, n'est-ce pas, donc, des cellules à haut rendement. Donc, une fois qu'on a fini de fabriquer des cellules multijonctions, on est content, on a du haut rendement, mais les matériaux qu'on utilise ici, c'est des matériaux qui sont assez coûteux. Donc ça, on ne veut pas, parce que nous, notre but, c'est de vulgariser, voire implanter dans des zones où il n'y a pas trop d'électricité, où les gens n'ont pas les moyens aussi, donc des technologies bas coût. Donc du coup, une manière de réduire le coût, c'est de diminuer la taille de notre matériau. Donc, quand on diminue la taille de notre matériau, on utilise un matériau avec une taille plus petite, on va payer moins cher. Mais sauf qu'avec des petits matériaux aussi, on va produire très peu de courant aussi. Donc, ce n'est pas fait pour nous arranger aussi, là. Donc, du coup, on continue de réfléchir et on s'est dit, ben, en concentrant la lumière sur notre cellule, c'est-à-dire en ayant plus de soleil sur la cellule, même si elle est petite, elle va nous donner plus de courant. Donc, on va utiliser des outils, donc des concentrateurs optiques qui sont des lentilles. Donc, c'est exactement comme, voilà, des gens qui se sont amusés quand ils étaient petits à utiliser des loupes pour brûler des fourmis. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, on va utiliser ici là, des lentilles pour brûler notre cellule. Mais nous, on ne va pas la cramer là, mais juste augmenter. Voilà. Donc là, on a compris comment la technologie multijonctionnelle marche. Moi, je vais vous montrer dans la vraie vie à quoi ça ressemble. Donc, on a plusieurs
cellules solaires qui sont comme ça dans un module. Donc, un module est constitué de plusieurs cellules solaires. Et face à chaque cellule solaire, on a des lentilles là, dont je parlais tout à l'heure, notre loupe qui vient concentrer la lumière du soleil comme on le voit. Mais sauf qu'en concentrant la lumière sur le soleil, sur la cellule solaire, on a notre cellule qui est vraiment toute petite, donc elle va commencer à chauffer. Donc, rappelez-vous de l'histoire de la fourmi. Donc, la température va augmenter à l'intérieur de notre module. Donc, si la température augmente à l'intérieur, donc on va dégrader les performances de notre module. Donc, dans la vraie vie, ça ressemble à ça, un module solaire. Donc, on a les cellules solaires qui sont entourées ici. Comme vous voyez, on a des dissipateurs pour refroidir. Donc, c'est une plaque métallique là qu'on met derrière la cellule pour juste la refroidir. Et puis, en haut, vous avez les lentilles dont je parlais. Donc, notre fameux loupe là qu'on utilise. Donc, pour contourner ce problème de chauffage de notre cellule, donc, on va penser à une nouvelle technologie. Donc, c'est vraiment tout bête là. On décide de sortir nos cellules de la boîte qui est là. Donc, au lieu que la cellule soit à l'intérieur de la boîte, comme ici, on va décider de les mettre en dehors de la boîte. Pourquoi on décide de les mettre en dehors de la boîte? Parce qu'on profite non seulement du dissipateur qui est là, mais de l'air ambiant ici qui va permettre de refroidir les cellules. Donc, si vous avez compris ça, ben vous avez compris pratiquement tout sur la technologie solaire. Et puis, ça paraît simple là, mais voilà, ça a pris 3 ans de développement, tout ça. Et grâce à cette technologie-là, par exemple, à long terme, on pourra vulgariser l'énergie solaire et puis permettre de pouvoir les endroits reculés du monde dépourvus d'électricité en électricité pour vraiment sortir les populations des conditions précaires dans lesquelles ils sont. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour vous répondre. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Deux questions. Okay. Une sur les monojonctions et une sur les multijonctions. OK. Est-ce que tu sais si à l'état de l'art, on s'approche des... OK. Est-ce que tu sais si à l'état de l'art, on s'approche des 1/3 de rendement ou on en est encore loin? Parce que j'ai lu, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que dans le commerce, je ne sais pas si c'est fait ou si ça va être fait, mais il y a des panneaux avec un rendement de 30% qui vont bientôt être vendus. Est-ce qu'au labo, on fait mieux que 30% ou on est aux alentours de 30%? Ben, théoriquement, on est aux alentours de 30%, donc qui représente les 1/3. Mais au labo... on arrive à faire 33,3% au labo? Ouais, 33,7% pour être plus précis. Là. Et puis, mais au labo, en industrie, là, on n'atteint pas ces 33% là pour l'instant. On est autour de 26-27% de rendement. Et au labo, tu arrives vraiment à faire 33,7%? Ben, au meilleur de ma connaissance, non. Ben, si on utilise, je sais qu'on a dépassé les 30% maintenant, si on utilise des cellules tandem avec des cellules à base de perovskite et puis des cellules avec du silicium. Donc, les cellules tandem, on arrive à dépasser les 30%, mais uniquement le silicium, on n'est pas encore rendu à ces rendements. Okay. Et deuxième question, et le meilleur rendement que tu obtiens avec les multijonctions à l'état de l'art, tu sais c'est quoi? Oui, ben, on est autour de 47% pour les cellules multijonctions, donc les cellules à base de 6 jonctions, donc on est autour de 47%. Merci beaucoup. Ben, de rien. Là, je pense aux vieux satellites comme le Voyager 1, ils utilisaient le réacteur thermoélectrique, qui utilisait les feedback effects pour convertir la chaleur en courant électrique. C'est une façon de coupler l'effet univers, convertir la chaleur du soleil en courant électrique, donc c'est couplé à la capture de la lumière.
Nous, on fait du photovoltaïque classique, là, mais ce dont vous parlez, là, il y a des gens qui étudient ça. Donc, on parle de thermophotovoltaïque. Donc, transformer la chaleur en électricité. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances, une grande vision de cette approche-là, mais ça existe, le fait d'utiliser la chaleur pour produire de l'électricité en photovoltaïque aussi. Question rapide sur les matériaux, parce que pour l'hémorragie, on utilise les sables. Donc déjà, on sait que le sable commence à ne plus en avoir. Il y a des pierres non fossiles que l'on a. Et pour le multi-option, c'est quel type de matériaux? On parle de matériaux 3-5. Donc, c'est de l'INGAS, donc l'indium, gallium, comment? Est-ce que c'est prévu qu'on pourrait produire ça en masse et que ce serait bon par rapport à ce qu'on a dans le monde? Quoi ça? Désolé, je n'ai pas compris. Produire en masse avec ces trois matériaux? Ça dépend des différentes réserves qu'on a là. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être comme le sable parce que c'est des matériaux qui vont plus ou moins finir aussi. Donc, et puis, la technologie qui est derrière pour la transformation, comment faire pour faire les multijonctions, les superposer les matériaux, on parle d'épitaxie et tout ça. Donc, c'est des technologies qui sont complexes à implémenter et puis qui sont coûteuses. Donc, mais après, si tu veux, c'est coûteux, mais une manière aussi de réduire le coût, là, c'est d'augmenter le rendement. Donc, plus tu vas avoir un meilleur rendement, plus tu vas réduire ton coût parce que tu produis beaucoup plus d'électricité. Donc, c'est ça. Donc, nous, on travaille plutôt à améliorer les performances de notre cellule solaire ou de notre module, juste pour amortir un peu le coût de la technologie. Merci. De rien. Donc, merci pour les questions, puis on peut le tester pour faire le programme. C'est étrange, je ne grandis pas en toutes les fois que je viens ici, je comprends pas. Bon, on est maintenant rendu à notre quatrième et dernière présentation. Donc, notre présentateur est en 3e année au baccalauréat en génie électrique. Il est aussi un bénévole de Bistrobrain, mais ce soir, c'est en tant que présentateur qu'il va venir nous parler. Dans ce temps libre, il aime regarder des affaires un peu qui portent sur la recherche et l'innovation. Et aujourd'hui, il va nous présenter les réseaux sociaux de demain. Accueillez chaleureusement Jean-Sébastien Giroux. Tu peux le remonter parce que moi, je suis petite. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter les réseaux sociaux de demain. Alors, pour commencer, à main levée, qui ici utilise les réseaux sociaux? Oui, à peu près tout le monde ici a les réseaux sociaux. Donc, vous êtes tous familiers avec les réseaux sociaux qui sont présentés devant l'écran. Encore une fois, à main levée, rapidement, combien de temps vous pensez qu'on passe à chaque jour sur un réseau social, globalement? Est-ce que quelqu'un a des idées? 2 heures. 2 heures, 3 heures. OK, ouais, c'est quand même des bons chiffres. En fait, quand on regarde les statistiques, on réalise qu'on passe en moyenne 2 heures et 27 minutes par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même considérable. On peut voir la statistique qui a augmenté au courant des dernières années. Utiliser les réseaux sociaux, ça a plusieurs bénéfices qu'on pourrait noter, qui sont les suivants. Dans le fond, on aurait une meilleure connectivité sociale. Dans le fond, on pourrait interagir avec ses amis plus facilement ou les groupes gouvernementaux pourraient communiquer avec nous plus facilement. On a aussi une implication sociale qui serait meilleure. En fait, ça ferait en sorte qu'on pourrait avoir des groupes de personnes qui seraient reliés entre nous, qui ont des champs d'intérêt semblables aux nôtres. Ensuite de ça, on aurait aussi une facilité d'obtenir de l'information et aussi de valider notre information qu'on partage en ligne.
Et ça, c'est aussi un moyen de divertissement intéressant. Par contre, en regardant la population en général, on réalise que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou sur leur téléphone en général. Comme c'est pas rare de voir des dîners entre amis, tout le monde sur leur téléphone, d'aller dans les transports en commun, voir tout le monde arriver sur son écran, dans les meetings au travail, de voir les gens l'utiliser très souvent. Et de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus présents sur leur téléphone cellulaire. Donc, ça amène à la question, pourquoi est-ce qu'on peut voir ce phénomène devant nos yeux? Alors, il y aurait des pistes de solutions. Peut-être parce que l'information qui est présente sur les réseaux sociaux est très pertinente ou peut-être même parce que les mimes qui sont présents sont super attrayants, donc on ne peut pas arrêter de les regarder. Ou bien, il y aurait une raison toute autre à ça, qui serait la suivante, qui serait l'économie de l'attention. En fait, l'économie de l'attention, dans le fond, c'est qu'on génère des revenus avec l'attention des utilisateurs. En fait, on n'a pas un produit en tant que tel. Le produit est l'utilisateur et plus spécifiquement son attention. Donc, on essaie de le maximiser au maximum. L'objectif derrière ça des compagnies qui utilisent un modèle d'affaires d'économie d'attention, ça va être de faire en sorte que l'application soit le plus addictive possible, que les consommateurs la consomment au maximum. Pour y arriver, on va avoir des récompenses variables par intervalle. On va aussi on va prendre avantage, dans le fond, du désir de validation sociale. Et on va aussi essayer d'inhiber les mécanismes qui nous diraient « Ah, ça fait longtemps que je suis sur le réseau social, il faudrait que j'arrête. » On va l'inhiber au maximum. On pourrait voir ça et se dire c'est quoi les conséquences et est-ce que c'est éthique de faire cette façon de faire? Alors, les conséquences, c'est une attention qui est fragmentée parce qu'on va utiliser le téléphone assez souvent tout au long de la journée. On va aussi avoir une perte de productivité qui va être vue dans toutes les sphères de la société. On va aussi avoir une influence qui peut être exercée de masse sur la population. Juste à penser à l'affaire Cambridge Analytica où que les intentions de vote ont été manipulées. On va aussi avoir une polarisation des groupes sociaux et ça pourrait amener aussi au cas extrême à radicaliser les individus qui sympathisent pour des causes terroristes. Alors, pour savoir si c'est éthique, je vais vous présenter Chamath. Dans le fond, c'est un des ingénieurs de Facebook qui a travaillé dans le fond pour faire en sorte que le réseau social soit utilisé au maximum, qui lui a fait une rencontre à Stanford devant des étudiants et qui a avoué que, dans le fond, les compagnies Internet, dans le fond, présentement, leur objectif, c'est de maximiser la rétention d'informations. Il a aussi avoué se sentir extrêmement mal des conséquences que ça a engendré sur la population. Et il disait aussi que les récompenses de dopamine qu'on crée dans les applications qui sont Facebook, Instagram et autres, il considère que ça perturbe le fonctionnement fondamental de la société. Et ça, c'est une citation qu'il a dit lors de son entrevue, que lui-même n'utilisait pas son produit puis qu'il ne voulait pas que ses enfants l'utilisent parce que c'était néfaste à son avis. Donc, en connaissant ces conséquences-là, est-ce qu'on prend les réseaux sociaux et on fait juste les jeter aux poubelles et les oublier? À mon avis, ça ne serait pas nécessairement la solution parce que, comme j'ai dit préalablement, il y a des impacts positifs de leur utilisation. Donc, on peut penser à des alternatives ou à des pistes de solutions qu'on pourrait utiliser pour améliorer notre utilisation et la rendre meilleure. Une des pistes de solutions serait un changement du mode d'affaires. On aurait aussi un changement dans les algorithmes, une décentralisation qui pourrait être faite et un changement dans la législation gouvernementale pour faire en sorte d'empêcher certaines formes de les rendre, dans le fond, inégales ou pas utilisables. Pour ce qui est du changement du mode d'affaires, une chose qu'on pourrait voir, ça serait de faire en sorte que l'utilisateur du produit ne serait plus le centre du produit. Et pour y arriver, on pourrait créer un abonnement mensuel où on peut voir l'exemple de YouTube qui a mis en place un système de YouTube Premium qui permet à ses utilisateurs qui payent un certain montant de pouvoir faire en sorte d'écouter YouTube sans avoir à regarder les annonces. Donc, ils ne sont plus nécessairement entièrement le produit de l'application.
Et on peut aussi voir Twitter Blue qui vient d'arriver, dans le fond, qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser l'application sans avoir la moitié moins d'annonces et d'autres bénéfices. Donc, on peut voir l'arrivée d'Elon Musk a vraiment marqué, qui est arrivé à Twitter et a voulu, comme on voit sur l'écran, comme il a bien dit, laver la place, dans le fond. Et on peut voir sa série de tweets qui explique que pour lui, c'est important de faire en sorte qu'il y ait un abonnement pour remettre en main le pouvoir aux mains des utilisateurs et de pouvoir faire en sorte que Twitter génère des revenus d'une autre façon. Ensuite de ça, on pourrait avoir un changement sur les algorithmes d'utilisation. Les algorithmes, dans le fond, ils devraient être changés dans le sens qu'ils ne devraient pas nécessairement prédire qu'est-ce que l'utilisateur veut voir, mais on pourrait les mettre en ordre chronologique, par exemple. Ou ôter les mécanismes de rétention d'attention dans ces algorithmes-là. Un exemple de quand vous écoutez YouTube, souvent, si on apprend les paramètres, ils vont référer des vidéos et ils vont jouer automatiquement tout de suite après. Une option que YouTube a mis pour contrer ça, c'est de faire en sorte qu'on peut aller dans les paramètres et faire en sorte que les vidéos ne jouent pas une à la suite de l'autre. Ça peut paraître anodin, mais ça fait en sorte qu'on va retirer une certaine partie de l'addition. Et aussi Twitter qui a récemment fait en sorte que le fil d'actualité est en ordre chronologique, ce qui fait en sorte que ça l'ôte encore une fois l'addiction. Et on voit encore, c'est une grâce utile d'Elon Musk encore une fois, qu'on voit qu'il est rentré dans les bureaux de Twitter pour encore une fois laver et qu'on voit qu'il a tweeté sur son compte qui était très content de l'ordre chronologique. Puis on veut voir ses fans, la photo comme en bas, qui sont très heureux de cette apparition. Finalement, on peut voir une décentralisation. En fait, c'est quoi une centralisée versus décentralisée? En fait, centralisée, c'est une seule instance ou un gouvernement qui va contrôler l'ensemble des décisions de l'entreprise. Tandis que décentralisée, c'est les utilisateurs qui vont pouvoir, entre eux, pouvoir décider l'avenir de l'entreprise. C'est quoi un réseau social décentralisé? Dans le fond, c'est que le code source va être disponible par l'entièreté des utilisateurs. Les utilisateurs, entre eux, vont avoir un certain pouvoir. Enfin, ils vont pouvoir prendre une prise de décision pour savoir c'est quoi l'avenir du réseau social. On va aussi, dans le fond, avoir une sécurité accrue avec la chaîne de blocs qu'on va voir un peu plus tard. Et on peut aussi voir que c'est une utilisation d'un... en fait, c'est tout. On va passer au prochain. Alors, on peut voir ici la technologie de la chaîne de blocs. Dans le fond, je vous ai présenté comme on peut voir en haut avec les 3 blocs qui se suivent un à la suite de l'autre. C'est des blocs qui s'enchaînent un à la suite de l'autre. Et si on en retire un bloc de cette chaîne, comme on peut voir le bloc jaune qui a été retiré de la chaîne, comment ça fonctionne? En fait, on va voir les données, on va voir le hachage et on va voir le hachage du bloc précédent. Dans le fond, dans l'espace données, on va pouvoir voir les informations. Dans le fond, ça a été envoyé à qui, de qui, c'est quoi le contenu qui est envoyé. On peut aussi avoir dans le hachage avec le numéro du bloc. Le numéro du bloc, en fait, c'est comme une empreinte digitale, donc c'est pratiquement voire très difficile à recopier. Et pour s'assurer que cette technologie-là soit vraiment efficace, on va aussi avoir l'hachage du bloc précédent, dans le fond, qui va être pris en compte. Donc, si ces 2 informations-là ne sont pas valides, le bloc ne sera pas validé. Et ça, on appelle ça une technologie de preuve de travail. Cette preuve de travail-là, c'est un système qui a été prouvé à être très, très difficile à pouvoir, comment je dis en français? J'allais dire hacker, mais pouvoir pirater. Et pour pirater ce système-là, il y aurait 3 choses qu'on devrait faire. Ça serait de pouvoir trafiquer l'ensemble des blocs du système qui ont été mis en place. Ensuite de ça, on devrait refaire la preuve de travail de chaque bloc. Et pour ce faire, il faudrait avoir 50% du réseau et plus, ce qui est assez peu probable. Sauf que, comme on peut voir, Elon Musk il commence à contrôler beaucoup. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, voici, ça c'est une liste de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser dès demain, qui sont décentralisés. Et j'ai montré leur ressemblance avec un réseau social qui est déjà très connu.
Par exemple, Mastodon, qui est associé beaucoup à Twitter, qui est son frère jumeau en termes de décentralisation. Mind, Steam, puis DTube. DTube, qui est une plateforme qui ressemble beaucoup à YouTube. Donc, d'après vous, à quoi vont ressembler les réseaux sociaux de demain? Et avez-vous des questions sur la présentation? Donc, merci pour la belle présentation. Et encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez merci pour les poser. Salut. Tu mentionnais le blockchain comme possiblement une solution aux réseaux sociaux, je ne sais pas, qui pourrait aider, mais les implémentations du blockchain sont présentement généralement des désastres environnementaux qui demandent énormément d'énergie pour valider des transactions. Fait que si plus de réseaux sociaux, je sais que c'est un peu plus lentement, quelque chose de plus politique, si plus de réseaux sociaux utilisaient des implémentations de blockchain dans leur processus de fonctionnement, on ne se retrouverait pas avec des désastres à la fois sociaux et environnementaux. OK. Ouais. Dans le fond, je dirais que oui et non, parce que dans le sens que les réseaux sociaux en ce moment les données sont déjà mises en place dans des centres de données qui utilisent beaucoup d'énergie, dans le fond. Donc, pour les changer, je ne crois pas que ça aurait nécessairement une grosse modification. Et aussi, dans le fond, il y a aussi, dans le fond, le fait que, par exemple, c'est arrivé récemment, Ethereum qui ont fait un changement dans leur système de chaîne de blocs, qui avant était comme le Bitcoin, qui était dans le fond, une nuance à faire entre preuve de travail et proof of stake. Dans le fond, je ne suis plus sûr c'est quoi en français. Oui, exactement. Donc, ils sont passés vers une technologie plus verte. Donc, si on voit toutes les technologies changer pour une source de validation plus verte, d'après moi, ce n'est pas nécessairement un problème, mais c'est vrai que ça peut être un problème si on irait vers l'autre alternative qui est un peu moins environnementale. Parce que le blockchain, c'est juste une façon de valider que l'historique de ce qui s'est passé sur la plateforme n'a pas été changé de toute façon. Oui. Mais il reste quand même que si l'information qui est partagée sur la plateforme est horrible, on veut juste avoir un historique et c'est partagé est horrible, mais ça, c'est vrai. C'est pour ça que c'est difficile à savoir si c'est la solution décentralisée à 100% ou ça serait une semi-décentralisation. Et même si c'est décentralisé, dans le fond, il y a les personnes, dans le fond, les utilisateurs ont un droit sur ce qui est mis en place. Dans le fond, ils peuvent communiquer ensemble. Donc, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait une certaine chose qui soit mise en place pour faire en sorte que, dans le fond, on ne fait pas en sorte que les groupes terroristes, dans le fond, proclament ce qu'ils veulent faire, mais aussi il faudrait faire en sorte de ne pas nécessairement bannir n'importe qui des applications comme Donald Trump qui a été banni de Twitter. Il faudrait comme essayer d'avoir une nuance entre les deux, un juste équilibre dans le fond. Merci pour ta présentation. J'ai juste une question. Je ne sais pas si tu sais, dans le numérique, c'est un des trucs qui pollue de plus en plus dans le monde. Je pense que la pollution engendrée par le numérique, c'est genre 8% d'augmentation par an dans le monde. T'en penses, dans le futur, tu penses quoi? Tu penses qu'on aura toujours accès à Facebook, à Netflix et tout ça, ou tu penses qu'à cause de la pollution locale, notamment par les terminaux, les centres portables, les téléphones, les centres de données, il y a un moment où ça va s'arrêter, ça va saturer, ou tu vois comment l'Internet de demain? Dans le fond, à cause qu'il y aurait trop de données, dans le fond? Trop de données, ça pollue trop, ça engendre trop de matières premières. Ça engendre trop de matières premières, l'extraction de matières premières pour construire les ordinateurs, les téléphones, les centres de données, les câbles pour relier, les câbles électriques pour relier les centres de données aux utilisateurs. Enfin, tout ça, ça génère une pollution monstrueuse. Je pense qu'on doit être proche. La pollution totale engendrée par le numérique, ça doit être proche des camions qui roulent sur la route dans le monde. On doit être à peu près équivalent. OK. Je n'ai pas lu spécifiquement sur ce sujet-là, malheureusement. Il y a le chiffre mais... en France qui publie régulièrement là-dessus. OK.
la pollution générée par le numérique, c'est exponentiel. Mais ça, je viendrais dire, pour avoir vu une conférence sur les voitures autonomes, dans le fond, c'est que c'est pas nécessairement, si on change une technologie, c'est pas nécessairement le fait de changer qui va faire en sorte d'améliorer la situation, comme c'est pas nécessairement le fait de changer pour les voitures électriques qui va améliorer la situation, mais c'est de faire un cycle de vie. Dans le fond, c'est de faire en sorte que, par exemple, en passant pour les voitures électriques, dans le fond, on va venir trouver une façon de recycler les batteries, de faire en sorte que le cycle de vie soit complet. Fait, je verrais la même chose pour l'utilisation des téléphones, par exemple, ou des outils. Ce serait de faire en sorte de faire un cycle de vie qui est efficace. Parce que présentement, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas, dans le sens que beaucoup de personnes changent de technologie souvent quand un nouveau téléphone sort et ne vont pas nécessairement faire le cycle de vie pour leur ancien téléphone. Mais ça serait vraiment de changer les mentalités, faire en sorte de changer les types d'économies, dans le fond, pour faire en sorte qu'on ne soit pas nécessairement sur toujours avoir ce qu'il y a de nouveau, mais faire en sorte de vraiment faire un cycle de vie qui soit efficace. Et donc, tu penses que Internet, ça ne va jamais saturer, qu'on pourra toujours avoir de plus en plus de données, de plus en plus on pourra toujours échanger de plus en plus, il n'y aura pas de limite. Mais dans le fond, avec les projets que je présente, dans le fond, la décentralisation, c'est de faire en sorte que les personnes utilisent moins les réseaux sociaux, mais ils l'utilisent pour des raisons valables. Dans un sens, si on utilise les mécanismes d'addition, les gens vont utiliser moins les réseaux sociaux, vont passer moins de temps dessus. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement un rapport constant, mais on pourrait voir une certaine baisse de contenu sur ces réseaux-là. Merci. De rien. Je me permets une question parce que c'est super intéressant, cette présentation de problématiques éthiques. Là, il y avait tout l'enjeu de la décentralisation comme solution. Oui, ça serait une possible solution. Puis, moi, ce que j'avais comme question, c'est que, bon, Elon Musk, comme solution, je ne sais pas pour Twitter, mais ce que je me demandais, c'est vraiment, toi, qu'est-ce que tu en penses en termes de décentralisation? Il me semble qu'il y avait pitché comme nouvelle idée un peu de grand monarque là, qui arrive à Twitter, de faire payer le check, dans le fond, la mention de l'identité, 20$ par mois. Qu'est-ce que tu en penses par rapport peut-être aux créateurs qui utilisent cette plateforme-là? Oui. Comment tu ferais un axe décentralisation là-dedans? Moi, pour ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment un pas vers la bonne direction, dans le sens que c'est une des premières compagnies de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, qui va faire en sorte de mettre un abonnement payant. Puis mettre un abonnement payant, c'est vraiment, comme j'essaie de mentionner tantôt, c'est de faire en sorte que l'utilisateur n'est plus le produit premier, mais qu'il y a d'autres produits derrière ça. Fait qu'on n'a plus besoin des techniques de rétention de rétention d'attention aussi présentes pour ces réseaux sociaux-là. Puis aussi, je pense que dans le fond, son Blue Check aussi, qu'il a mis, je pense que c'est 8$ par mois, mais US, mais qui s'adapte en fonction du pays qu'on est. Dans le fond, c'était aussi mis en place pour faire en sorte que donner le pouvoir aux mains de la population. Dans le fond, c'est faire en sorte que si, par exemple, je ne suis pas un humoriste, je ne suis pas un premier ministre, mais ma valeur de ce que je dis a autant de pouvoir qu'une autre personne, qu'un journaliste, qu'une autre personne, parce que ce n'est pas nécessairement vrai que c'est seulement les journalistes ou les politiciens qui ont plus raison qu'un citoyen de la vie de tous les jours. Je pense que c'est vraiment pour ça que c'est mis en place. C'est parfait pour aller sur la question que j'avais. En fait, j'ai peut-être mal écouté l'introduction au début de ton introduction. Et c'est une question pour toi. Quand en fait, tu fais des études là-dessus, mais c'est quoi ton rôle là-dedans? Et quel serait le meilleur rôle pour changer les choses? C'est-à-dire humoriste, politicien, tout ce que tu viens de dire. Ou, puis la question initiale, c'est toi, comment tu te situes là-dedans? Mais moi, en fait, ça, je suis un étudiant au baccalauréat, mais je suis vraiment intéressé par l'aspect de la problématique, dans le fond, de l'addiction des réseaux sociaux. Donc, c'est un domaine que j'ai fait plusieurs recherches personnelles. Puis, c'est quoi l'autre partie Qu'est-ce que tu as l'air vachement investi là-dedans, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour changer les choses? OK. Mais c'est une bonne question. Mais dans le fond, en faisant les recherches pour la présentation, j'ai réalisé que le nombre de réseaux sociaux décentralisés ou, mettons, qui utilisent de moins en moins de mécanismes d'addition est de plus en plus présent et de plus en plus en train de devenir à la mode. Puis aussi, quand il y a eu la transition entre Twitter et Mastodon, dans le fond, les réseaux sociaux décentralisés, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est quand Elon Musk a pris le contrôle, dans le fond, a acheté Twitter, la communauté s'est un peu révoltée dans le sens, l'homme le plus riche du monde a le contrôle sur un des plus grands réseaux sociaux.
Fait qu'il y a une couple de personnes plusieurs personnes qui ont voulu partir sur un autre réseau social qui est décentralisé, qui est Mastodon, dans le fond, le petit frère de Twitter, version décentralisée. Fait que de ce que je vois, c'est comme il y a une opportunité en ce moment pour les réseaux sociaux décentralisés à cause de ce qui se passe présentement et aussi, par exemple, ce qui s'est passé récemment avec Facebook. D'après moi, il y a une possibilité là-dedans. Puis moi, qu'est-ce que je voudrais faire potentiellement plus tard, ça serait essayer de rendre ça attrayant pour l'ensemble de la population, parce que je pense que c'est un des gros problèmes en ce moment. De rien. Merci pour la présentation et pour vos questions. Super. Donc, maintenant, les présentations sont terminées, mais la soirée, elle n'est pas encore. Donc, si vous vous rappelez, comme je l'ai mentionné au début, il y a un quiz avec des prix à gagner pour la 3e, 2e et 1re position. Donc, vous pouvez scanner le code QR qui est à l'écran, puis, dans le fond, répondre aux questions. Donc, ça peut prendre quelques minutes. Donc, on va vous laisser une dizaine de minutes pour répondre au quiz, puis on va revenir après avec les personnes qui vont gagner. Donc, on va se revoir à 7 heures. Bonjour tout le monde. Donc, le temps pour le quiz est terminé. Donc, on va revenir pour conclure la soirée. Alors, avant de terminer, je voulais encore remercier une fois nos partenaires. Donc, vous êtes prêts encore pour la liste? Donc, la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, la promotion des cycles supérieurs de l'Association de génie, le syndicat auxiliaire de la recherche et de l'enseignement de l'Université de Sherbrooke, la Fondation Gardner, le regroupement des étudiants-chercheurs en médecine de l'Université de Sherbrooke, le regroupement des étudiants à la maîtrise et au doctorat de l'Université de Sherbrooke, la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke et les personnes ici au Boquet-Bière qui nous ont accueillis ce soir. Donc, on les remercie bien fort. Vous pouvez les applaudir. Donc, sans vous, ça ne fonctionnerait pas. Hein? Il faut bien trouver des fonds en quelque part. Donc, on les remercie grandement. Donc, je tiens aussi à remercier les bénévoles qui sont ici et qui ont fait la soirée possible. Donc, le bénévole qui est aux hommes, le bénévole qui se trouve ici. Puis, je me remercie aussi. Hein? On s'apprécie. Et finalement, merci à vous, le public, d'être ici ce soir en si grand nombre. Donc, c'est fun de voir ça. Parce que dans le fond, on pourrait avoir des partenaires, on pouvait m'avoir en avant. C'est déjà le fun, mais sauf que je parlerais pas mal dans le vide si c'était vide. Donc, merci d'être là ce soir. Super. Donc, c'est le moment tant attendu de savoir les personnes qui ont remporté les prix pour le quiz. Donc, en 3e position, on a Charlotte qui gagne une consommation au Boquet-Bière. Bravo, Charlotte! Tu peux venir ici chercher ton prix pour avoir un petit peu. C'est correct, je ne l'avais pas dit, mais il fallait le donner. Ah ouais. Félicitations encore pour Charlotte. Ensuite, la personne qui a remporté la 2e position avec 3 consommations au Boquet-Bière, Joël FB. C'est ça. On regarde la caméra. Donc, félicitations encore à Joël. Et enfin, pour la première, oui, on a quelqu'un qui voulait applaudir, ouais! Et enfin, pour la première position, la personne qui a gagné une carte cadeau de 25 $ chez Montagu, on applaudit Karianne. Oui. La personne qui a volé les vélos. C'est quoi? La personne qui a volé les vélos. Donc, Renato est très triste. Il demande à la personne qui a kidnappé son menu de lui ramener, pas de rançon, s'il vous plaît. On va être un peu civilisés aujourd'hui.
Ouais, je sais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. OK, c'est bon. On se comprend? Oui, OK, c'est bon. Yes! Donc, je vous remercie encore une dernière fois d'avoir été ici aujourd'hui. Avant de partir, j'invite les personnes qui ont présenté, donc le 4 présentateurs et tous les bénévoles pour venir prendre une photo avec moi. Et je vous souhaite à la prochaine. Donc, notre prochain événement, c'est le 14 décembre, même place, même heure, donc un 5 à 7 au Bois-Québière. Et le titre, c'est « Les communications scientifiques pour le grand public ». Donc, merci beaucoup et bonne soirée!